Merci. Monsieur le Président, mes chers confrères, merci de nous donner la possibilité de faire le point sur une idée qui nous était venue en 2007 et qui a cheminé un petit peu depuis. Idée qui partait de l'interrogation, qu'en est-il dans la vraie vie? Puisqu'à l'époque, lorsqu'on présentait des techniques de chirurgie laparoscopique en congrès, ça paraissait assez merveilleux. Cependant que les assureurs, au fond de l'amphi, disaient « Ah, mais c'est pas vrai, il y a des plaies de l'œsophage, il y a ci, il y a ça ». Donc on s'était dit, un moyen de savoir ce qui se passe, c'est de le vérifier nous-mêmes. On avait posé deux questions. La première, c'était évaluer nos suites. On se souvient qu'au début, quand on rapportait les complications de la chirurgie laparoscopique, il n'y avait que les plaies de trocar et les plaies de la voie biliaire. Le reste, personne n'en parlait. C'est pas très vieux. Il fallait tout voir. Et puis une autre question qu'on s'était posée également, c'était de voir ce qui se passait pendant l'intervention. Pour ce faire, on a fait une, puis une deuxième étude. Pourquoi deux études? On va le voir tout à l'heure. Remerciements tout d'abord aux collègues qui ont permis de donner un petit peu de corps à cette réflexion. La deuxième étude montre que la profession se féminise. Et puis si on regarde bien la liste, on s'aperçoit que globalement, ce sont les mêmes répondeurs que la première fois, ce qui n'est pas neutre dans les résultats, ce que l'on va voir tout à l'heure. Alors, la première étude avait porté sur 4000 célioscopies. Et voici la casuistique de la seconde. On voit que c'est bien le même sexe ratio, c'est le même âge. Ils sont un petit peu plus lourds, on va voir pourquoi tout à l'heure. Et puis en fait, le nœud gordien de l'affaire qui justifie la deuxième étude, c'est les 30% de patients en ambulatoire qui n'existaient pas en 2009. Pour ce qui est des complications post-opératoires, on ne présentera pas à cette assemblée la classification de Clavien, d'Indo, Strasberg. Pour mémoire, le grade 1, ce sont les désagréments bénins, dirons-nous. Le grade 2, c'est, vu globalement, la transfusion sanguine, les antibiotiques. Le grade 3, c'est l'interventionnel, qu'il soit sous local ou sous anesthésie générale. Le grade 4 et le grade 5, bien évidemment, on rentre dans les complications lourdes. L'intérêt de cette classification, qui est connue par tout le monde et qui est internationalement diffusée maintenant, c'est qu'elle a introduit la réflexion entre complications chirurgicales, échec de l'intervention et séquelles de l'intervention, chose qu'on trouvait souvent amalgamée dans mauvais résultats post-opératoires. Il nous avait paru, au terme de la première étude, nécessaire de la modifier un petit peu pour notre étude, de la façon suivante. On s'était dit qu'introduire un grade 0 permettait de repérer tout de suite les patients qui n'avaient pas eu de soucis, que le grade 1, compte tenu de l'ambulatoire, il fallait différencier les soucis en cours d'hospitalisation de ceux qui venaient au décours, puisque la prise en charge n'était pas tout à fait la même, puisqu'on n'avait plus le malade sous la main. Et puis, dans le grade 3B, qui est classiquement la reprise sous-âgée, on pouvait mettre également neurolepte anesthésie, anesthésie locale. Je pense que ça choquera personne. Mais globalement, on a gardé l'architecture. Alors le vrai problème, c'était le péropératoire, parce que le péropératoire n'est pas neutre, ça paraît évident de le dire et de le penser, et en fait, quand on épluche la littérature, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent là-dessus. On avait bien un article en 2011, dans une revue qu'on ne présente pas, qui est, à ma connaissance, la première, qui dit que lorsqu'il y a des soucis en laparoscopie, les suites sont péjorées, notamment en chirurgie colorectale, chose qui a été confirmée depuis. Une deuxième étude, toujours dans la même revue de haute qualité, en 2013, qui s'intéressait aux facteurs de mauvais pronostic post-opératoire, enfin de mauvais résultats post-opératoires, et on voit que, bon, il y a le niveau d'anastomo, chose bien connue, mais il y a également complications péropératoires. C'est une des premières fois qu'on le voit écrit comme ça dans un article. Mais ça ne s'arrête pas là. Un article paru l'année dernière qui dit que, eh bien, finalement, les événements péropératoires sont mieux pris en charge dans la laparoscopie, mais que leur incidence ne change pas. Donc un problème qui reste d'actualité. Derrière le patronyme du premier signataire qu'on peut ne pas connaître, il faut savoir qu'il y a en troisième signataire M. Clavien. Ah ben. Alors, rareté des études sur les incidents et accidents péropératoires, l'étude qu'on a signalée tout à l'heure, qui déjà a initié un peu les choses, et puis une qui est parue cette année, qui montre cette chose tout de même assez surprenante, c'est que sur 46 études qui ont été retenues dans Annals of Surgery, le British Journal et le JAMA, ils se sont aperçus que les événements post-opératoires ne sont pas rapportés 3 fois, mais que les événements péropératoires ne sont pas rapportés 18 fois dans l'article.
Le problème de la conversion, qui est spécifique de la célioscopie, comment la définir? Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition. En 2009, Yang, c'est l'équipe de la Cleveland de mémoire, sériait la conversion préemptive, c'est-à-dire avant l'incident, de la conversion réactive, c'est-à-dire le pépin est survenu, il faut convertir pour le rattraper. Et puis il y a un problème de définition. Déjà en 2001, un auteur remarquait que sur 97 publications à propos de la chirurgie colorectale, il y avait 56 définitions de la fistule anastomotique, ça fait tout de même beaucoup, et qu'aucune des 97 n'avait retenu la définition officielle à l'époque qui avait été définie en 1991. Donc on voit qu'il y a un certain flou. Et puis qu'est-ce qu'un événement péropératoire? Où commence-t-il? Où finit-il? On pourrait dire que c'est ce qu'a proposé Cunningham, que c'est tout écart par rapport au déroulement idéal de l'intervention, et qu'il faut essayer de différencier ce qui est l'erreur de ce qui est la complication. Ça, je crois que chacun le comprend bien. Alors, vis-à-vis de cette réflexion, il y a quand même eu un précurseur dont on n'a pas tellement parlé, je crois à l'époque, c'est M. Satavar, qui dans une étude sur la manipulation en laboratoire observait que finalement il y a trois types de problèmes. Il y a l'erreur, toute bête, qui n'a pas d'incidence. Il y a l'erreur qui est immédiatement identifiée, immédiatement rattrapée, et puis qui finalement n'aura pas de suite. Et puis il y a l'erreur que l'on n'a pas vue et qui va se manifester de façon significative dans les suites. Ça nous paraît assez bien comme ça. Et finalement, en panachant un petit peu les trois et en s'appuyant sur la publication de Kazarian, équipe d'Oslo, on s'est proposé pour notre deuxième étude de faire un grade 1 qui correspond à l'incident qui est soit sans signification réelle, soit que l'on rattrape tout de suite. Un grade 2 qui est également la complication qui est reconnue, traitée, on y a mis la transfusion sanguine, on y a mis la conversion, ce qui avait été proposé par Kazarian, en différenciant les conversions réactives et préemptives comme l'avait fait Yang. Et puis le grade 3, c'est l'accident qu'on n'a pas vu et qui va nous empoisonner les suites et qui aura des conséquences significatives, par exemple la plaie de grêle qu'on n'a pas vue, ou bien l'oubli de corps étranger, pour prendre des choses qui sont assez accessibles. Alors on remarque que dans cette manière d'aborder les choses, il y a une parenté d'approche avec la classification de Clavien, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse plus tellement à quel type, plaie vasculaire, plaie digestive, etc., mais quelle est la conséquence de ce qui s'est passé. La philosophie est la même. Et ceci pour dire que maintenant, on va montrer la casuistique. Voici la première étude et voici la seconde. Très vite, dans la première étude, on remarque que pratiquement 60% des patients, eh bien, c'est la chirurgie biliaire et les cures de hernie inguinale. C'est pas loin de 2/3 de la chirurgie célioscopique tout de même. C'est un peu moins vrai dans la seconde étude, pour une raison qui saute aux yeux, c'est qu'il y a plus de chirurgie bariatrique, ce qui explique d'ailleurs que l'IMC de la série a un petit peu monté. Alors, on a quand même gardé, pour des raisons d'habitude intellectuelle, et puis parce que la classification qu'on propose n'est pas entrée dans les mœurs, on a gardé pour cette présentation la présentation classique, à savoir le pneumopéritoine, les 3/4, les plaies. Alors le pneumopéritoine, la réalisation du pneumopéritoine a pu être analysée sur 5680 patients, puisqu'il y en a un qui avait un pneumopéritoine qui existait déjà, il était opéré pour cela. On s'aperçoit que dans 70% des cas, c'est à l'aiguille de Palmer que ça se fait. Il n'y a pas eu, comme on le voit, de pépins en rapport avec l'insufflation. Par contre, on note quelques petites plaies, comme on pouvait s'en douter, avec l'aiguille de Palmer, et notamment une plaie d'utérus chez une femme enceinte, mais oui, bien sûr, des choses qui peuvent arriver. Après, le pneumopéritoine, c'est les plaies de 3/4, et comme chacun sait, le problème, c'est le premier 3/4. Il faut nous pardonner une erreur de relecture, parce que c'est marqué premier 3/4, tous pneumopéritoine premier. C'est une erreur, puisque la plaie du foie minime, d'ailleurs, était avec introduction directe du 3/4 sans pneumopéritoine. Mais les autres ont été réalisés, les autres plaies sont survenues, le pneumopéritoine étant fait. On remarque qu'il y a une plaie de l'aorte qui a été rattrapée, qui a fait un séjour en unité de soins intensifs, mais qui n'a pas eu de conséquences. Les plaies des autres 3/4, théoriquement, elles ne devraient pas arriver, puisqu'on a vu sur ce qu'on fait, plaie de l'artère épigastrique, bon, ça c'est banal, plaie de l'aorte également encore, sur un second 3/4, plaie de vessie, au cours d'une chirurgie appendiculaire, qui d'ailleurs a été vue lors de la reprise. Les autres plaies sont classiques. Alors il n'y a pas que les 3/4 qui soient des agents vulnérants, chacun le comprend bien,
Et lorsqu'on s'intéresse à l'agent vulnérant, on voit que les pinces plates ne sont pas tout à fait anodines. Il en va de même, bien évidemment, du ciseau et des crochets, du bistouri innovant, auquel il faut penser également, l'arc électrique qui est redoutable puisqu'on ne le voit pas, et puis des choses auxquelles on peut ne pas penser, c'est lors de l'open, on a 2 plaies digestives, le simple bistouri peut donner des plaies, il faut y penser, la sonde de calibration, le fil de suspension d'une prothèse intrapéritonéale, le bistouri on l'a dit, la pince mécanique, bon, c'est des choses qui sont un petit peu plus classiques. Les plaies vasculaires, donc, c'est un peu ça recoupe ce qu'on vient de dire maintenant, si ce n'est que là, elles sont listées par vaisseau et non pas par agent vulnérant. 3 plaies vasculaires majeures, les plaies de la paroi, bien évidemment, et les autres plaies vasculaires, avec notamment une plaie dans le hile splénique. Les plaies du tube digestif, 2 plaies de l'œsophage, et puis l'attention se porte assez vite quand même sur les plaies du grêle, pour voir que lorsque le diagnostic de plaie du grêle est fait immédiatement, eh bien ma foi les suites sont relativement sereines, alors que lorsque le diagnostic passe inaperçu, ce sont des patients qui fatalement vont être repris. Les autres plaies, foie, voie biliaire, rate, vessie. Les plaies de la voie biliaire ont été une grande classique de la chirurgie cœlioscopique au début. Il y en a encore un petit peu. On en voit une qui a été suturée et prothésée ensuite. Mais il y a également eu une anastomose hépatico-jejunale, je dirais, sur le champ. Alors, si on regarde les incidents péropératoires de la seconde étude, où on s'était plus intéressé à ce qui se passait en pérop qu'en post-op, on s'aperçoit que pour ce qui était des incidents qui n'ont pas de conséquences dramatiques, eh bien, il ne faut pas oublier que de temps en temps, le matériel tombe en panne et que ça peut perturber l'intervention. Et l'on voit que dans un tiers des cas, un peu plus, c'est des difficultés opératoires qui ont été mentionnées par le chirurgien. Dans les SATAVA 2, c'est-à-dire les incidents qui ont eu une conséquence sur le moment, on voit que il ne faut pas négliger la découverte péropératoire auquel personne ne s'attend et qui va modifier la stratégie en faisant notamment renoncer à ce qui était prévu, et puis des incidents péropératoires comme nous en connaissons tous. S'agissant des conversions, bon là on en a 2%, les conversions préemptives, ce qui est assez remarquable, c'est que ce sont essentiellement les côlons, où quand on se rapporte à l'échantillon, on s'aperçoit que ça reste quand même une chirurgie qui peut poser des problèmes en raison d'adhérence ou de volume lésionnel des côlons. Et pour les conversions réactives, on est quand même frappé de voir que dans 3 cas, ce sont des rectums qui, là aussi, rapporté à l'échantillon global, fait beaucoup. Cela reste une chirurgie difficile. Alors, si on regarde les claviens à la sortie du patient. À la sortie du patient, on a bien dit, en allant très rapidement et en sachant que l'échantillon n'est pas tel qu'on puisse en tirer des conclusions définitives, on a l'impression que dans la deuxième série, les résultats sont un peu moins mauvais que dans la première, ou un peu meilleurs, selon l'idée qu'on s'en fait, puisqu'on a plus de patients qui ont des suites simples à la sortie, et puis on a moins de complications lourdes du type 3B, 4 ou 5. Et si maintenant on regarde par type de chirurgie, rassurez-vous en simplifié, on s'aperçoit que dans la première étude, dans 8% des cas, on avait des ennuis significatifs après chirurgie colique, ce qui montait à 15% dans la chirurgie rectale, qui n'était donc apparu pour une chirurgie ingrate sous célioscopie, alors que, pardonnez-moi, dans la deuxième série, on arrive à des moyennes un petit peu plus acceptables, un peu plus présentables, mais ça reste quand même je dirais des pourcentages significatifs. S'agissant des claviens de la seconde étude, si on les compare à la sortie et 1 mois après, il faut enlever 56 patients qu'on a perdu de vue, mais si on regarde les autres, on s'aperçoit que ceux qui n'avaient pas de complications à la sortie, eh bien un certain contingent en aura lorsqu'on les reverra 1 mois après. Et on s'aperçoit que s'agissant des reprises, on passe quand même de 26 à 39. Ça veut dire que les autres étaient sortis, qu'il a fallu les rattraper pour les reprendre, et que les décès, c'est pas significatif, mais les décès vont quand même doubler. Donc prudence quand on dit qu'on a des suites simples, parce que les événements peuvent nous donner tort assez vite. Si on reprend maintenant les claviens qui étaient dits simples à la sortie et qu'on les analyse à 1 mois, eh bien on en a perdu 96 qui en fait de simples sont devenus majoritairement des claviens
peu compliqués, il y en a 70, mais il y en a quand même 11 qui ont été repris parmi ceux qui étaient sortis avec le diagnostic suite simple. Si on compare maintenant, si on essaye de comparer, parce qu'on n'a pas l'échantillon suffisant, le rapport entre la classification de Satava et la classification de Clavien, celui qui était compliqué en péropératoire, eh bien, a eu des suites compliquées, puisqu'il a été repris, c'est la plaie de vessie. Si on regarde les Satava 2, tant les conversions préemptives que les conversions réactives, on voit que globalement, là, ça ne se vérifie pas vraiment qu'on a eu de gros pépins en plus ensuite. Alors, j'en arrive à la conclusion. C'est que la première étude nous avait montré qu'il y avait sûrement une sous-estimation des complications, puisque à l'époque, sur 1200 parois inguinaux rurales, il n'y avait que 28 séromes, ce qui paraissait peu. Et de même, on avait remarqué qu'il y avait très peu d'infections urinaires. Cette sous-estimation perdure sans doute un petit peu, puisque cette fois-ci, il n'y a que 2 chirurgiens qui ont eu des effractions vésiculaires. La fois d'avant, il n'y en avait qu'un. La deuxième chose, c'est qu'il y a probablement un effet RMM dans le fait de relever ces problèmes péropératoires, puisque ceux qui ont répondu à la deuxième étude par rapport à la première ont plutôt moins d'ennuis globalement. Il ne devrait pas y avoir peut-être 3 quarts après le premier 3 quarts, mais on voit qu'il peut quand même en avoir, et que même dans des mains expertes, puisqu'il n'y a que des chirurgiens seniors, on peut avoir des soucis. Et que ce qui est ennuyeux, c'est pas tant le fait qu'il y ait des soucis, c'est le fait de ne pas les voir, qui nous perturbe et qui nous pénalise en chirurgie laparoscopique. Enfin, avant de dire qu'on a des suites simples, il faut se donner un petit peu de temps. L'autre conclusion qu'on s'est fait, c'est que le clavien ne prend pas en compte ce qui est spécifique de la chirurgie laparoscopique. C'est pour ça qu'on a souhaité le compléter un petit peu. La classification de Satava nous paraît devoir être généralisée. Et si nous ne le faisons pas, d'autres vont s'en charger, puisque dans l'article de 2015 co-signé par Clavien, une de ses conclusions, c'est qu'il n'y a pas de classification des complications péropératoires et qu'il est urgent d'en mettre une au point. Je vous remercie de votre attention. Bien, j'appelle Hubert Joannet pour le commentaire de cette lecture très intéressante. Merci beaucoup, Jean-Luc. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mon maître Charleux me disait ceux qui te disent qu'ils n'ont pas de complications, dis-leur d'opérer plus. Mais il est vrai aussi que plus on s'intéresse à la question, plus on trouve de complications. Vous voyez que sur ce tableau, dans notre série de 1674 patients, les 4 premières lignes représentent la mortalité, la morbidité telle qu'elle est rapportée habituellement dans les publications françaises ou internationales. Ce sont les décès péropératoires, les décès pendant l'hospitalisation, les décès à 1 mois, les reprises chirurgicales pendant l'hospitalisation ou à 1 mois. Le grand intérêt de Clavien est d'avoir pointé son œil sur le fait qu'une déviation du parcours initial est en soi, pour le patient, une complication. Et donc notre taux, qui donc notre taux de complications classique, tel que nous l'aurions publié il y a quelques années de 2,41% dans cette série, passe à 3,77%. Si nous analysons ce parcours, cette déviation du parcours initial à 1 mois, notre taux de complications monte à 7,66%. Et après l'exposé de Jean-Luc Cardin, vous voyez que si on est très rigoureux sur la déviation du parcours initial, dans notre série, il y a 13%, plus de 13% des patients qui ont eu à un moment ou à un autre une complication plus ou moins sévère. Et j'ai rajouté mon taux de complication personnel sur les 200 patients que j'ai rentrés dans cette série. Ce taux de complication monte à 21%. Alors là, j'appuie sur... Oui, d'accord. Voilà. Alors pourquoi ? Eh bien parce que s'intéresser aux complications, ça a, me semble-t-il, 2 intérêts. D'abord, il y a les complications péropératoires. L'analyse des complications péropératoires, elle nous permet d'améliorer la gestion des risques. Cette histoire de gestion des risques, en fait, ce sont les gens de l'aviation civile qui ont beaucoup d'avance sur nous, mais nous avons des situations à traiter qui recouvrent un peu ces situations-là. Alors, dans cette série, les complications péropératoires représentent 7,8% des patients. Donc, d'ailleurs,
plus de la moitié ne seront jamais connus du patient. Nous sommes en avion, il y a un incident, l'équipage gère, et on atterrit sans qu'il se soit passé la moindre chose. Et pourtant, il s'est passé des problèmes. D'ailleurs, dans cette série, vous noterez qu'aucun patient n'a été récusé par l'anesthésiste. Aucun patient reporté. Qu'il n'y a eu pas de problème matériel, 2 problèmes d'optique. Pas de problème de prothèse, pas de problème de côté, pas de problème humain, pas de problème de penseuse, pas de problème d'anesthésiste, pas de problème d'infirmière. Or, nous savons que dans la déclaration, dans les gestions des risques, nos interventions sont régulièrement marquées par des incidents. Et ces incidents, l'aviation civile appelle ça les near miss. Ça a été le grand intérêt de la checklist de diminuer un certain nombre d'incidents. Mais pour vous mettre les choses en exergue, je souhaitais vous rappeler probablement le near miss le plus intéressant des dernières années, qui a concerné l'aviation civile. Le 3 juin 2005, la compagnie Airbus émet un bulletin d'alerte pour ne pas réenclencher le pilote automatique après le dysfonctionnement d'une sonde Pitot. 4 ans plus tard, le 31 mai 2009, on apprend le crash du vol Air France Rio-Paris, 228 morts. L'Agence européenne de sécurité aérienne dit qu'il y a un problème avec ces sondes-là, qu'il faut changer de type de sonde. Et l'enquête du bureau accident, 3 ans plus tard, explique que l'obstruction des sondes a été un élément déclencheur, mais que c'est le fait de ne pas avoir su reprendre manuellement l'avion qui a été la cause du crash. Voilà des événements qui se sont passés en 2005, qui ont été notés comme incidents, et ces incidents se sont vraisemblablement reproduits, ont été mal gérés, et un jour, l'accident arrive. En chirurgie, c'est pareil. Des problèmes au niveau du pneumo-péritoine, et puis un jour, c'est l'accident. Donc tous ces incidents doivent être réglés. Et le deuxième aspect concernant ces complications péropératoires, eh bien, c'est qu'il est important de se demander de quel point de vue nous nous plaçons. Qu'on le veuille ou non, nous avons les patients qui se comportent comme des consommateurs. Et dans un milieu où il y a une nécessité de performance, eh bien, les consommateurs vont s'orienter vers les endroits où ils auront le sentiment d'être le mieux pris en charge. Alors, tous ces événements, toutes ces complications qui ne nous paraissent pas des complications, je les avais personnellement scrupuleusement notées pendant cette étude. Une prolongation de séjour. On fait une colectomie, on a dit au patient qu'on était en fast track, il va sortir à J2, manque de peau, il y a une rectoragie. C'est pas grave. Souvent, ces rectoragies, elles s'arrêtent spontanément. Le patient ne sera pas transfusé. Pour nous, ça n'est pas une complication. En réalité, le patient, il a eu des moments d'inquiétude, et surtout, on l'a gardé 2 jours de plus pour s'assurer qu'on n'avait pas à faire une hémorragie importante. C'est l'ablation d'un drain. On a mis un drain, on se trouve avec une infirmière qui est incapable de mobiliser son drain correctement, elle n'en a pas l'habitude, elle a peur, le patient a peur, etc. Une fracture du poignet. On a sauvé une patiente pour une cour de hernie inguinale étranglée, elle tombe, elle se fait une fracture du poignet. Est-ce vraiment une complication? Non, pas dans notre activité. C'est la multiplication des consultations. On est très content d'avoir réalisé une hernie inguinale par célioscopie, et le patient va revenir 4 fois pour des éventuelles ponctions de sérum ou d'inquiétude, parce que une lymphangite, un appel du médecin traitant, un malaise vagal à J2 après une cholécystectomie qui s'est bien passée, la patiente rentrera chez elle après. La mise en place de soins. Les patients sortent sans pansement, il va falloir quand même leur en faire quelques jours. Et enfin, toutes ces prolongations d'arrêt d'activité pour lesquelles les gens se sont organisés, pour garde d'enfants, pour arrêt d'activité professionnelle, etc., ou par exemple des douleurs après longo. Et lorsqu'on collige tous ces événements indésirables, qui pour nous ne sont pas des complications chirurgicales, mais qui du point de vue des patients représentent des incidents et des inconvénients et une gêne dans leur vie quotidienne, eh bien vous voyez que le taux de 7,66 passe à 21,7%. Et je voulais juste attirer votre aspect dans cette analyse des complications sur ce point-là. Je vous remercie. Bien, je pense que les 2 lectures et les commentaires sont ouverts à la discussion.
Et Jean-Pierre Cossa. Je rends grâce à Jean-Pierre, à Gilbert, que je n'ai pas vu depuis longtemps, qu'il ait fait référence à mon grand frère, Charles, qui était un des chirurgiens qui avait le meilleur sens, le bon sens à proprement parler, à propos de la chirurgie. Et ça, c'est très gentil de ta part, en tout cas de l'avoir rappelé. Maintenant, je voudrais poser une question très particulière que je n'ai jamais eu l'occasion de poser à propos de ceux qui font de la cœlioscopie. Moi, j'ai fait 150 vésicules, c'est tout ce que j'ai fait en cœlioscopie, bien sûr, parce que je suis trop vieux. Autrefois, dans les années 60, j'étais, par exemple, interne chez Paul-Louis Chigot, et nous faisions nos appendicectomies, bien entendu, comme vous le savez. Et nous avions assez régulièrement, pardon pour ma voix, elle n'est toujours pas parfaite, assez régulièrement des syndromes du 5e jour. C'est-à-dire qu'au 5e jour, les enfants étaient hospitalisés pour 6-7 jours, ils avaient 38,5, ils avaient mal dans la fosse iliaque droite, et on se posait la question de savoir de quoi il s'agissait. On les mettait glace sur le ventre, antibiotiques, et la plupart du temps, ça s'arrangeait. Parfois, malheureusement, c'était une complication chirurgicale qu'il fallait réopérer. Je voulais savoir si le fait de faire de la laparoscopie pour les appendicectomies a supprimé ce syndrome du 5e jour, qui est d'autant plus difficile à déceler que vous faites sortir vos enfants pratiquement tout de suite. Alors c'est une question intéressante. Alors, à titre personnel, avec l'expérience quand j'ai vieilli, j'ai fait faire ce qui se faisait chez Loïc, par exemple, au moment de l'induction, une injection intraveineuse par l'anesthésiste d'antibiotiques, et je me suis rendu compte que le syndrome du 5e jour, en tout cas, je ne l'ai plus jamais revu en fin de carrière. Ben, nous confirmons l'antibioprophylaxie dans les appendicectomies. D'abord, il ne faut opérer que des appendicites aigus vrais. Il ne faut pas faire d'appendicectomie de principe. L'antibioprophylaxie est systématique. Le syndrome du 5e jour a disparu, oui. Dans la deuxième série, il y a un patient qui a fait un abcès profond après une appendicite purulente qui a été repris par une queue de cochon sous TDM, point. Enfin, oui, non, c'est sans souci. Professeur Lenoir. J'aurais tout d'abord félicité tous les orateurs d'avoir revu tous leurs cas. Je crois que c'est fantastique. L'intérêt du métier, c'est le suivi de nos malades. Et c'est vraiment une passion que de revoir les problèmes que l'on peut avoir pour pouvoir s'améliorer. Il y a une question que je voudrais connaître, c'est le problème des douleurs, la symphyse pubienne notamment, après mise en place de plaques dans les hernies. Je voudrais savoir quel pourcentage, parce qu'il y a des douleurs très invalidantes, des malades qui ont du mal à marcher, des malades qui béquillent même, à cause de la mise en place de ces plaques. Alors je voudrais savoir quel pourcentage réel, vous avez une grande série, quel est le pourcentage réel de ces douleurs post-opératoires? J'ai l'impression qu'il n'y en a plus depuis qu'on n'agrafe plus les prothèses. Ça, c'est les douleurs d'agrafage. Mais maintenant, les prothèses, pratiquement plus personne n'agrafe les prothèses, peu. Moins, tant plus ça. Est-ce que ce sont des douleurs post-opératoires ou est-ce qu'il n'y a pas certains patients qui ont été opérés pour les douleurs inguinales et qui ont gardé leurs douleurs et à qui on a traité la hernie? Les douleurs invalidantes sont rares, sont très rares. En revanche, beaucoup de patients ont une gêne et c'est plutôt cette population-là qui pose problème. Je pense que c'est les douleurs invalidantes, Jean-Pierre, tu pourrais peut-être moins de 2%, c'est quand même très rare. Oui, douleurs invalidantes, j'entends. Hein. Ouais. Pour les interventions, attendez le micro, s'il vous plaît, votre tour. Alors, le suivant. Oui, je voudrais féliciter les orateurs et faire quelques réflexions en tant qu'ancien expert visiteur à la HAS. Et je suis particulièrement sensible au fait que vous ayez insisté sur les événements indésirables qui n'ont pas de conséquences, les near miss, les échappées belles, en fait les EPR, les événements porteurs de risques, puisque l'on sait qu'il y a deux sortes d'événements. En gros, on admet qu'il y a des événements indésirables graves, dont d'ailleurs l'augmentation de la durée de séjour,
c'est un événement indésirable grave. Il ne faut pas s'excuser de dire que c'est pas normal. C'est un événement indésirable grave. Il est classé comme tel. Et donc, les EPR, c'est tout ce que vous avez expliqué l'un et l'autre, et ça a un énorme intérêt, tu l'as bien expliqué pour l'avion, ça a un énorme intérêt, c'est que ça permet de faire une analyse systémique, c'est comme ça qu'on doit traiter, qu'on doit un peu réfléchir à tous ces problèmes. Pour tous ces problèmes, on devrait faire une analyse systémique dans des conditions plus confortables, puisque finalement, il n'y a rien arrivé aux malades. Mais ça permet quand même de pointer tous les problèmes qu'il y a dans le système, dans les procédures. Lorsqu'on a mis en place les revues de morbimortalité, je me suis empressé de demander à ceux qui étaient réticents de commencer par les NIRMIS, l'analyse des NIRMIS, puisqu'il n'y avait pas de drame, on n'avait pas analysé une mortalité, c'était beaucoup plus confortable. En tout cas, je crois que c'est absolument fondamental, ce que vous avez rappelé l'un comme l'autre, non pas tant sur les événements indésirables graves que sur les événements porteurs de risques, les NIRMIS et les échappées belles, qui permettent des analyses très fructueuses et qui ont un rôle préventif important. Bon, vous pouvez passer le micro à Monsieur Lobel. En attendant, je voudrais faire un petit commentaire pour vous féliciter pour, premièrement, la qualité de la présentation, le courage pour des experts et de nous présenter vos résultats. Et c'est quand même important de voir que dans un club d'experts dédié à cette approche chirurgicale, on peut faire état de 0,72% de plaies vasculaires et de 0,48% de plaies du tube digestif. Donc, bravo pour le courage de cette analyse qui, à mon avis, est tout à fait nécessaire, et pour l'originalité de l'approche des complications péropératoires. Je pense que, effectivement, votre proposition va rester dans l'histoire de notre métier, dans la mesure où vous la diffuserez au-delà de cette assemblée. Merci encore. Monsieur Lobel. D'abord, je suis content de revoir Cardin, que je n'avais pas vu depuis très longtemps, ancien collègue, et puis dire qu'évidemment, c'est bien formidable de s'intéresser aux complications. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Il y a quelque chose dans ta série qui m'a interrogé et je me suis dit peut-être que tu pourrais en tirer aussi un bénéfice, c'est que tu as 2 séries avec quelques années d'intervalle et qui sont à peu près avec les mêmes intervenants dans les 2 séries. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, étant donné qu'elles sont relativement similaires d'ailleurs, qu'on n'apprend rien avec le temps, ou est-ce que c'est les malades qui sont plus graves, ou est-ce que vous avez mieux regardé les complications? Donc, c'est vrai que, parce que cette courbe d'apprentissage qu'on connaît, mais elle existe aussi probablement au long cours, comment se fait-il qu'il n'y a pas plus de différence, ou comment tu expliques ça? Alors, c'est ce que Hubert Joannet appelle la meilleure gestion des risques, et ce que moi j'appelle l'effet RMM. J'ai constaté que les praticiens qui participent au RMM, et qui participent activement, qui présentent des dossiers et qui se mouillent, me semblent, au fil des années, avoir un raisonnement critique beaucoup mieux construit. Dans cette série-là, les chiffres ne sont pas assez significatifs. Il nous faudrait 20 000 ou 30 000 patients pour pouvoir en tirer des conséquences. Ce que je remarque, c'est ceux qui ont répondu à la première étude et qui ont répondu à la seconde, la deuxième grille est mieux remplie que la première. On voit dans les mêmes mains apparaître des choses dont je suis persuadé qu'elles étaient là la première fois, mais simplement elles n'étaient pas notées. Le meilleur exemple, c'est les fractions vésiculaires. Personne ne croit que dans la première série, il y avait 1500 cholécystectomies. Il y a eu un chirurgien avoir une fraction vésiculaire, pas crédible. Chirurgie rectale, quelques rares infections urinaires, pas crédible. Elles n'étaient pas notées. Maintenant, elles le sont. Donc je crois que l'effet de s'astreindre à essayer de voir ce qui nous arrive et à le relever, c'est qu'on devient sensible à des choses qu'autrement on oublie. On sait bien quand on relit nos feuilles de morbimortalité, on s'aperçoit qu'on oublie nos problèmes. Et que de les relire, ça nous oblige à rester un petit peu sensible à ce qui peut nous arriver. Mais est-ce que tu peux répondre à la question, est-ce qu'on apprend quelque chose avec le temps? Ah oui, ça c'est sûr, oui. Ça ne fait pas de doute.